Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Datapéro. Aujourd'hui, nous allons parler de traitement des données, nous allons parler d'intelligence artificielle et d'automatisation des processus. Mais pour un public assez spécifique, c'est tous ceux qui utilisent Microsoft, parce qu'on a pas mal de clients aujourd'hui qui nous parlent de l'usage de tous ces outils. On parle de Fabric, de Copilot, de Power Apps, Power Automate, dans un environnement Microsoft. Et donc, on va en parler aujourd'hui avec deux spécialistes. Elian qui se présentera tout à l'heure et puis Arthur qui se présentera également, avec qui on va pouvoir échanger sur l'intérêt d'utiliser ces nouveaux modules de Microsoft et puis voir les plus et les moins qu'on peut avoir dans ces usages. Donc je suis ravi de les accueillir pour cette nouvelle édition et puis j'espère qu'on va détecter quelques pépites. En tout cas, on va démarrer ce nouveau Datapéro. Moi-même, je suis Gaël Philippe, le président de la société Datasulting et donc je suis également l'animateur de ce nouvel épisode. Bienvenue à tous les deux. Salut Gaël. Salut Gaël. Salut. Donc, Elian, je t'invite à te présenter parce que tu es notre guest quelque part. Effectivement. Alors moi, je suis le fondateur d'une société qui s'appelle youngdata.io et en gros, on est une agence vraiment spécialisée sur le développement de solutions basées sur les technologies Microsoft, allant de Power BI, Power Apps, Power Automate, Copilot Studio et dernièrement, on pousse également du Azure Foundry. Donc c'est un peu de l'IA un peu Tu nous sortiras un peu de tout ce Pour jargon, là, Microsoft. nous expliquer un peu à quoi ça sert tout ça. Et Arthur, est-ce que tu veux te présenter également? Arthur Alcaraz, donc je suis consultant data depuis 1 an et demi chez Datasulting maintenant, et donc plus largement 6 ans dans la data. Et donc j'interviens un peu sur toute la chaîne dans la data, que ce soit la partie architecture, modélisation, conception, jusqu'au reporting, principalement du coup sur les Super. Et technos donc toi, tu nous Microsoft. parleras un petit peu plus particulièrement de Fabric, Exactement. parce que tu as pas mal bossé dernièrement chez plusieurs clients sur ce sujet-là. Donc ça sera intéressant d'avoir un peu les dessous de ce sujet-là, puisqu'on est pas mal questionné sur les enjeux d'exploitation de Fabric. Donc moi aujourd'hui, alors j'ai quelques questions à vous poser. Je commencerai par toi, Arthur. Concrètement, donc là je vais revenir sur Fabric, parce que ça c'est vraiment un sujet en ce moment. De quoi on parle quand on parle de Fabric? Là, on parle de traitement des données. Il y en a qui vont... Enfin, moi, j'ai des clients qui arrivent et disent on veut faire un data warehouse, on parle de TL, on parle de Fabric. Ils disent on a Microsoft, ça nous intéresse, mais on ne sait pas par quel bout le prendre. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que tu peux nous aider à y voir un peu plus clair là-dessus? Alors Microsoft Fabric, c'est la plateforme de données unifiée de Microsoft. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand on dit ça? Ça veut dire que c'est un environnement un peu tout en un, où on va retrouver tous les outils qui servent à la data, donc de la partie ingestion, transformation, stockage et visualisation, intégrés dans une seule plateforme. Voilà. Donc c'est à destination de tous les profils, pour toute taille d'entreprise. Voilà. Et c'est une nouvelle proposition de valeur de la part de Microsoft, assez intéressante. Et on va en Concrètement, discuter. à quel moment il faut se poser la question de Fabric? Est-ce que ça fait du sens ou pas pour une boîte sur ces sujets? Il faut voir Microsoft Fabric comme une extension, en réalité, un peu de ce qu'on peut faire dans Power BI. Donc Power BI est intégré à Microsoft Fabric, on peut dire c'est l'inverse dans l'interface. Quand on atteint des limitations, que ce soit sur des sujets de performance, sur des data flows côté Power BI, peut-être aussi des limitations sur l'organisation, peut-être un peu la gouvernance dans Power BI. Microsoft Fabric arrive avec une proposition et fournit des outils plus avancés, plus évolués pour traiter ces sujets. Voilà, donc des bases de données très performantes, des outils de TL intégrés qui permettent de pallier à ces limitations sur lesquelles on pourra revenir D'accord. de Power BI. Ouais, ok, très bien. Peut-être une dernière petite question. Un client qui a un entrepôt de données, enfin une entreprise qui a un entrepôt de données, est-ce qu'il doit quand même se challenger et se poser la question de l'intérêt de Fabric? Alors, je pense que pour l'instant, on pourra parler des limitations et de la genèse de Fabric dans un second temps. Un client qui a déjà un entrepôt historique, en place, je pense pas que ce soit la cible principale de Microsoft Fabric. Je pense que c'est très adapté aux clients qui sont déjà très investis dans l'écosystème Microsoft, qui ont beaucoup de Power BI, beaucoup de Dataflow, potentiellement du Power Apps, du Dataverse, et qui ont besoin d'aller un peu plus loin, que ce soit par la conception d'un entrepôt, ou simplement utiliser quelques briques dans Fabric pour accélérer quelques traitements. Un client qui a déjà un entrepôt, ce sera peut-être pas la
première cible, en tout cas pour l'instant, Ouais, ok. au début de Fabric. Ok, ça marche. Peut-être pour les non acculturés sur ces sujets, Power BI, Fabric, etc. Quand on est dans l'univers Microsoft, en fait, on va avoir plusieurs modules, plusieurs outils disponibles. Là, c'est sous forme de licence. Power BI, c'est vraiment pour faire des reporting, visualiser les données. Après, il y a tout ce côté alimentation. Aujourd'hui, on peut très bien se connecter avec Power BI directement sur les sources, hein, sur son CRM, sur son logiciel de compta, etc. et connecter plusieurs sources. Mais on va arriver aux limites à partir du moment où il y a des gros volumes de données à gérer, où on a des besoins de performance un peu accrus, et également quand on a besoin d'historiser ces données, ce qui n'est pas possible directement dans Power BI, ou alors c'est beaucoup plus complexe, et ça va être tendu quand on commence à avoir des gros volumes. Donc voilà, il y a un enjeu à la fois de visualisation des données, ça c'est plutôt le côté Power BI, et Fabric c'est plutôt comment on va traiter ces données pour les rendre exploitables plus facilement dans ces outils de visualisation. Merci Arthur Exactement. pour ton intervention. Alors, moi, ce que je voulais te poser comme question, Elian, on parle d'IA en ce moment, beaucoup. Mhm. Donc forcément, j'entends parler de Copilot, tout le monde commence à prendre des licences. Et puis de l'autre côté, il y en a qui disent, mais moi, je cherche à automatiser des processus, ou en tout cas, ils ont des cas d'usage. Ils ne savent pas si c'est de l'IA, de l'automatisation. Toi, c'est quoi ton retour d'expérience là sur ces usages d'outils Microsoft entre l'automatisation, l'IA Moi, je me bats contre l'IA qui dit l'IA peut automatiser les processus, etc. Pour moi, il y a plein de cas où les gens pensent que c'est avec de l'IA qu'on va automatiser le processus. Pour autant, c'est juste un chemin logique d'automatisation classique. L'IA peut venir pour compléter le chemin en ajoutant des fonctionnalités. Notamment, ce qui est très fort avec l'IA, c'est le fait de pouvoir structurer un langage textuel en un format informatique, en JSON ou autre, pour l'exploiter informatiquement derrière. Mais on peut tout à fait automatiser tout un tas de processus uniquement avec des outils comme Power Automate qui vont permettre de déclencher des actions en fonction de, de- de ce qui se passe dans un applicatif ou pas, puisqu'on peut déclencher ces actions directement depuis un élément qui vient d'être ajouté dans une base de données, un document qui vient d'être déposé dans un SharePoint. Enfin, il y a plein de possibilités d'automatisation qui n'ont pas d'IA à l'intérieur. Et après, concernant les sujets copilote, IA, etc., l'an dernier, quand j'étais allé à la Microsoft Power Platform Conference, c'était un peu les prémices de Copilot. Ils venaient de release un peu tout ça et ils annonçaient déjà 185 copilotes différents dans l'écosystème Microsoft. Donc on est un peu en navigation dans tout ça. Maintenant, il faut juste segmenter et se dire, OK, on a un copilot qui va être plus pour les utilisateurs d'Excel, Word, etc., pour simplifier leur travail au quotidien, Oui, donc ça, c'est la bureautique, quoi, en ouais, la gros. Ouais. bureautique, mais ça s'appelle Copilot aussi, avec le petit logo un peu, qui est Mhm. d'ailleurs maintenant est le même logo que Microsoft 365, c'est tout un sujet là-dessus. Ouais, donc il y a le Copilot vraiment un peu bureautique, entreprise, etc. Il y a le Copilot, donc qu'on peut avoir Copilot 365, qui est plutôt un assistant comme un ChatGPT qui pourrait aller chercher dans notre boîte mail pour retrouver des mails, etc. Ça, c'est plutôt intéressant. Typiquement, moi, je vais souvent tiens, trouve-moi la facture que j'ai reçue de telle personne. Et en fait, au lieu de chercher ma facture dans ma boîte mail, il va me la ramener tout seul. Et ça, c'est cool, c'est un gain de temps qui est rapide. Et après, on a la partie IA qui va être intégrée dans des outils comme Power Automate, où là, c'est plus l'AI Builder. Et on va aller utiliser des modèles qui ont été déjà prédéfinis par Microsoft et intégrés dans leur solution pour faire plus du prompt engineering et aller pousser des solutions, quoi. Tu peux m'expliquer un petit peu, là, juste pour redécrire pour l'audience qui ne connaît pas forcément les différents modules, redécrire Power Automate, Power Mhm. Apps, et puis peut-être Copilot, alors c'est un peu plus connu, mais explique un petit peu d'une définition de chacun Ouais. d'entre eux. Ben, En gros, si on reprend un peu l'historique de la suite Power Platform, Power BI est le premier à être sorti. Je crois que c'est 2014 pour les toutes premières prémices et un peu plus officiellement 2016-2017. C'est le plus connu aujourd'hui des outils puisque c'est celui qui peut avoir une mise en place très rapidement. Avant, moi, j'étais contrôleur de gestion, j'ai découvert Power BI dans ce milieu-là. On faisait des reportings sur Excel en intégrant des copier-coller de bases de données. Power BI arrive, on connecte notre source, ça permet d'intégrer les données rapidement, c'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus pratique. Demain, j'ai besoin de mettre un petit Power BI pour mettre un peu de beauté dans mon fichier Excel, je peux le faire quasiment en autonomie, c'est rapide. Suite à ça, ils se sont dit, ok, on a peut-être besoin de faire remonter de l'information terrain, tout ce qui est document papier, tout ce qui est un petit peu archaïque dans la façon de remonter les infos. Il faut qu'on puisse proposer aux utilisateurs de créer des applications qui vont correspondre à leur métier. Du coup, ils se sont dit, on va créer Power Apps. Power Apps, c'est un outil qui permet de créer de l'application. On peut aller du simple formulaire de remonter des données jusqu'à des applications plus complexes. Et ça va permettre de stocker des données
textuelle ou autre, dans un format de base de données. Donc, si on allie les deux, on a déjà historiquement Power BI qui permet d'analyser nos données, potentiellement des données qui n'étaient pas analysables parce que une récolte qui n'était pas optimale. Maintenant, Power Apps nous permet de les récolter. On peut mélanger les deux et avoir encore plus de connaissances sur notre activité. Maintenant qu'ils avaient sorti Power Apps et Power BI, il fallait un outil pour essayer d'automatiser un peu tous ces process-là. Et ils se sont dit, on va créer un outil d'automatisation qui, quand par exemple quelqu'un saisit un nouvel élément dans son application Power Apps, ça va déclencher un flux Power Automate pour informer qu'un nouvel élément vient d'être créé ou tout un tas d'autres actions pour faire ça, quoi. Et après, le tout dernier qui vient d'être un peu sorti, enfin pas vraiment dernièrement, mais avant il y avait un outil qui s'appelait Power Virtual Agent, qui était un chatbot, mais qui était très condensé à ce qu'on allait lui dire comme arborescence. Si j'ai ce mot-clé, alors tu vas là, si j'ai ce mot-clé, tu vas là. Et le fait que l'IA arrive, ça permet de, si on sort complètement de l'arbre qui avait été établi, de quand même continuer à discuter avec le chatbot pour qu'il nous redirige vers une base de connaissances ou quelque chose de plus conversationnel. Ok. Ok, c'est très clair. Merci pour tes explications. J'ai tout compris. C'est super. Je suis un bon merci à vulgarisateur. Elian. Microsoft pourrait lui dire merci. Arthur, je reviens sur toi. Là, on a parlé, c'était un petit peu abstrait, hein. J'ai besoin de rentrer un petit peu dans le concret et que tu nous partages quelques retours d'expérience. Là, en ce moment, je crois que tu travailles sur 2 dossiers où il y a de l'intégration de fabrique avec des environnements différents. Est-ce que tu peux nous partager déjà le contexte chez 1 ou 2 clients, enfin, voilà, ce que tu as comme retour là-dessus, et puis nous expliquer un peu qu'est-ce qui a motivé le client et qu'est-ce que tu fais concrètement? Ouais. Je travaille même chez 3 clients en ce moment, un peu sur du fabrique avec différents Merci niveaux de de... m'apprendre ce que tu fais, Non, sachant qu'on bosse ensemble. C'est cool. Non, mais parce que le 3e est intéressant, je pense. Ouais, c'est vrai, vas-y. C'est pour ça. En fait, 3 clients qui ont 3 utilisations en fait un peu différentes de fabrique. Et je pense le premier où le cas d'usage est le plus abouti, c'est un client qui avait besoin, justement, t'en parlais au début, d'historiser des volumes de données assez importants, ce qui n'était pas possible de faire avec Power BI. Enfin, c'était possible de le bricoler, mais peut-être avec beaucoup de difficultés. Et donc voilà, c'est un client qui devait récupérer des données dont la source n'était pas historisée, si on rentre un peu dans le concret, donc qui avait besoin de conserver un historique plus important que ce que la source pouvait fournir. Et donc en fait, c'est un cas d'usage qui se fait, qui est assez naturel du coup quand on dispose d'outils comme ceux que met à disposition Fabric, avec des ETL et des bases de données assez performantes. Et donc c'est ce qu'on a fait, c'est un cas d'usage assez simple, hein. On ne parle pas d'entrepôt, on ne parle pas de plateforme de données à ce niveau-là. Et ça marche assez bien. On arrive à historiser, on vient rafraîchir toutes les heures voilà, ces données. Et ça marche très bien. Et pour finalement un coût qui est assez faible, parce qu'on n'a pas besoin de dimensionner une capacité d'infrastructure. On parle de coûts, vas-y, lâche un petit peu là, c'est quoi les coûts? Est-ce que tu as des éléments un peu tangibles là, tu dis les coûts assez faibles, c'est quelle ordre de grandeur? Alors, le plus bas, le niveau le plus bas quand on parle de fabrique, on est à peu près, alors je ne veux pas raconter de bêtises, hein, mais à peu près sur les 250 € par mois à peu près. Ouais, ok. Et ça, si on ne fait pas du tout attention à ce qu'on fait. D'accord. Et en fait, on peut être bien plus économe. Et si on est un petit peu malin, et que d'ailleurs il y a peut-être des synergies avec Power Automate, parce qu'en fait on peut couper l'électricité, quand on n'a pas besoin d'utiliser Fabric. Et pour ça en fait, on peut automatiser justement ces arrêts. Et donc quand on n'utilise pas la capacité, quand on n'a pas fait les traitements, on coupe l'électricité et on paye pas. Ouais, ça c'est intéressant parce qu'au-delà des coûts, enfin voilà, il y a la notion de coût, je consomme moins donc je paye moins, mais il y a aussi l'usage raisonné quelque part des infras. Ça évite de consommer non-stop, hein. C'est comme si tu laisses la lumière allumée chez toi tout le temps en disant peut-être qu'un jour je vais avoir besoin de la lumière. Non, là c'est que quand tu en as besoin que tu l'allumes. C'est un peu le même principe. C'est ça. Donc effectivement, c'est intéressant. Tu peux donner un peu de contexte là sur ce client? C'est quelle taille de client? C'est quoi leur maturité eux sur ces sujets data? C'est pas des clients, ils sont dans la cyber, ils font pas de la data à la base, et simplement ils sont très à l'aise avec Power BI et les data flows, enfin voilà, tout l'écosystème Power BI. Et donc l'idée voilà, c'était de responsabiliser, enfin d'apprendre aux différentes personnes qui avaient besoin de ces données
à utiliser ces nouveaux outils. Voilà, Ouais, donc eux, tu les as formés, hein, donc pour les Exactement, rendre autonomes, et c'est eux qui ont fait une exactement, partie du job. exactement. Ouais, ouais, J'ai peu codé sur ouais, quoi que ce soit. complètement. Et après, du coup, là, les deux autres exemples que tu avais en tête, là, c'est quoi les différences? Enfin, c'est quoi les contextes? Les contextes, ben c'est alors la mission là, elle c'est plus un peu plus d'ampleur, c'est monter des data platforms donc sur Fabric avec différentes technos parce que les équipes ont différentes compétences. Mhm. Euh, on en est voilà au début pour l'instant, hein, en phase de conception, d'implémentation. Les entrepôts sont pas encore en production. Et c'est voilà, dans les deux clients, ce qui est intéressant, c'est les tailles des équipes qui sont différentes des deux côtés. Voilà, les compétences, j'en ai parlé, qui sont pas les mêmes des deux côtés. Voilà. Et c'est un peu ça aussi une des propositions de valeur de Fabric, c'est que ça offre beaucoup d'outils différents pour faire la même chose. Et donc, quand je disais tout à l'heure que ça s'adressait à plusieurs profils, donc on va des data engineers, des data analysts, et ben en fait, au sein même de ces profils, ça s'adresse aussi à voilà, différents niveaux de compétences et différentes voilà, affinités pour des langages ou d'autres. Voilà, on peut coder en SQL, on peut coder en Python, voilà, pour Ouais, entrer un donc c'est peu. assez accessible, en fait. C'est accessible. Et si on veut pas du coup, c'est ça, coder quoi que ce soit, on peut utiliser des outils no code voilà, qui sont aussi assez performants. Voilà. Ok. Et donc, enfin, voilà pour les différents traits clients. Et voilà, ce qui est intéressant, c'était que bah, c'est le thème de ce Datapéro, c'est des clients qui étaient très investis dans l'écosystème Microsoft. Et donc, les synergies se font assez bien, on va dire. Et ça permet, pour l'instant, d'aller assez vite sur les premières phases d'ingestion. Hmm. Si On on va dire reste un qu'il y a un peu terreau dans assez fertile, donc voilà, il suffit de planter les graines, Exactement. ça pousse assez facilement. Exactement, J'aime bien les exactement. images avec les graines et les choses qu'on plante. C'est ça. Voilà, c'est des clients qui ont voilà, enfin, qui sont très Microsoft, qui ont du Dynamics, du Dataverse, hein, voilà. Beaucoup d'outils Microsoft, du Power Ouais. BI déjà pour la visualisation, beaucoup de Dataflow, donc, et beaucoup de données finalement déjà traitées et proposées aux utilisateurs. Et donc, voilà, ça s'adresse bien à ce cas d'usage. Hmm. Parce que ça vient rajouter simplement une brique qui fait l'interface, une meilleure interface entre Ouais. voilà, ces différentes sources de données très Microsoft et ces visualisations aussi très Microsoft. Hein. Ok, super. Mm. Merci Arthur. Elian, je passe à toi. Est-ce que toi, alors je te pose la question, je sais que oui, tu as plein de cas d'usage, Mhm. mais où quelque part, t'es des clients qui t'ont dit IA au début, puis tu as dit, attends, on va voir comment on amène le sujet. Des cas d'usage à nous partager, justement, des retours d'expérience. Moi, pendant qu'Arthur parlait, je réfléchissais un peu à ça. Merde, J'en tu réfléchis pendant que Ouais, les autres ça parlent, toi. m'arrive pas Ouais. souvent, mais des fois je réfléchis. J'en ai deux en gros. Le premier, grand groupe, et en gros, il y a un sujet sur le traitement des factures. Il y a des factures qui arrivent dans une boîte mail, enfin, un cas un peu classique, et en gros, il faut analyser le contenu de ces factures pour les faire valider en fonction de critères, etc., etc. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est on a mis en place un outil, donc Power Automate, qui va récupérer avec comme déclencheur quand une facture arrive dans tel dossier dans la boîte mail. On va extraire la pièce jointe, donc le PDF de la facture. On va le mettre dans AI Builder de Power Automate pour qu'il lise en OCRisation la facture. D'ailleurs, l'IA est très très forte pour OCRiser des documents. On arrive vraiment bien à extraire les champs. En plus, OCRiser, tu peut-être t'expliques, c'est numérisation et ouais, analyse du je sais pas. contenu. Ouais. Je sais pas ce que ça veut dire OCR. Bon, bref, c'est en gros reconnaître ce qui est écrit dans la facture, quoi. Ouais. Et en plus, il donne un petit score de confiance. Parce que des fois, si c'est un logo, il peut quand même réussir à capter le texte. Mais si le logo il est pas très bien, il peut dire bon, ça, j'y crois à 40%. Enfin, au moins, on peut avoir un pré-indice de confiance. Une fois qu'on a extrait toutes ces informations, on va les stocker. Ça dépend. Tu parlais de prix. Ce qui est très intéressant avec la suite Power Platform, Power Apps, Power Automate, c'est que ça peut être gratuit si on se base sur, par exemple, des listes SharePoint pour stocker nos données, etc. Et du coup, si les gens sont sur Office 365, c'est de l'applicatif qui n'a pas de coût, quoi, à part le coût de développement qui est associé. Bref, en gros, on stocke les données dans une liste SharePoint
qui sont extraites depuis les iBuilder. On les affiche dans une application Power Apps qui va du coup juste permettre de modifier, éditer certains champs, etc. Si c'est validé en étape 1, on a un flux Power Automate qui va dire à la personne qui doit valider après, bah tiens, il y a ça qui vient d'être validé en étape 1, c'est à toi de valider, etc. Et quand c'est validé, en gros, on push tout ça via Power Automate dans leur ERP pour en gros enregistrer définitivement la facture comme validée. Il y a plein d'autres outils professionnels spécialisés sur ça qui font du traitement de facture, mais des fois on est sur de la particularité métier qui fait que nous on veut une étape de validation en 2-3 steps avec des matrices de redirection. Oui, là tu es vraiment sur une logique de sur-mesure par rapport à quelque chose qui est peut-être plus standardisé où tu es obligé de rentrer dans Et la d'ailleurs, matrice, quoi. Ouais. par rapport au sur-mesure, si on, bon là on dévie un peu, mais si on parle de l'avenir du logiciel métier, l'IA va beaucoup personnaliser et créer des solutions sur mesure dans l'avenir. Donc nous, on est un peu en espèce d'hybride de, ok, bon, il y a des solutions sur étagère qui existent, avec des coûts de licensing qui peuvent être plus ou moins élevés. Bon, il faut les comparer avec le coût de développement, mais en gros, demain, si vous mettez en place une solution avec Power Apps qui va correspondre 100% à vos besoins, qui sont très évolutifs puisqu'on est sur un hybride low-code, no-code, bah, vous pouvez avoir la solution parfaite pour vous pour 0 € de licence par mois, quoi. Okay. Ça, c'est le premier cas. Donc un cas assez défini de l'analyse de facture, mais qui répond à un besoin où potentiellement on aurait pu trouver la solution sur une étagère. Par contre, il y a tout un tas d'autres pans d'activités qui, eux, en fait, sont des activités qui marchent très bien, mais où il n'y a pas de logiciel pour leur activité. Du coup, ils font tout sur des fichiers Excel qu'ils ont mis plusieurs années à construire. Ou que ça me parle, ça. En gros, c'est vraiment ils ont construit un logiciel sur Excel, quoi. Mais le problème de Excel, c'est que, certes, ça va réussir à faire ce qu'ils souhaitent pour leur activité, ça marche plutôt bien, mais il n'y a pas de stockage des données, il n'y a pas de visualisation de données, il n'y a pas d'automatisation de process, il n'y a pas de stockage il n'y a pas de stockage de documents associés à des trucs. Enfin, c'est très diffus. Avant, il y avait Access, certaines personnes avaient construit des logiciels. On pouvait faire des bonnes usines à gaz aussi. C'est ça. Exactement. Et je pense que pour Apps, il faut le voir comme la suite un peu d'Access en mieux, avec un peu un truc plus cloud, du Power Automate qui permet d'automatiser. C'est plus comme ça qu'il faut voir les choses. Ouais, ok. Et là, on a parlé donc de Power Automate. Est-ce que Copilot, enfin, on revient sur ce sujet, est-ce que tu es sollicité, tu as des clients qui disent, bon, bah, moi j'ai Copilot, j'aimerais voir quoi en faire en dehors de Word et PowerPoint, entre guillemets. Est-ce que tu as quand même essayé d'investiguer quelques sujets où tu t'es dit, bon, voilà, tu as eu des retours aussi sur ces usages? Copilot, le nom Copilot, donc comme on l'entend, non. Parce que celui qui est dans AI Builder qu'on utilise le plus souvent s'appelle pas Copilot, donc c'est de l'IA mais c'est pas Copilot, quoi. Peut-être que ça va renommer, Microsoft aime bien renommer régulièrement les noms, mais celui qu'on pousse le plus c'est Copilot Studio, donc c'est le chatbot, et là on a push des use cases où par exemple je vais en plus ce qui est cool c'est qu'on peut le partager sur son site internet, donc il peut être accessible à l'extérieur, et souvent ça c'est un critère qui est assez cloisonné chez Microsoft. Et du coup, on peut push un chatbot à l'extérieur et les personnes vont commencer à échanger dessus. Et potentiellement, à un moment, on va leur poser une question, donne-moi ton numéro de client ou quelque chose comme ça. Et derrière, ça va déclencher un Power Automate qui va aller récupérer des éléments dans une base de données. Et ça va être comme une interface homme-machine différente qu'un logiciel, mais via un chatbot, quoi. Ouais, ok. Côté sécurité des données, parce que tu dis que là, tu laisses accès à des chatbots, etc. Toi, comment t'encadres le sujet sécurité ou comment t'en parles avec tes clients? Ça, la sécurité, en gros, Microsoft est très fort dans la sécurité des données. Après, au niveau de la diffusion des données, typiquement, Dataverse permet de mettre des rôles de sécurité en place pour restreindre l'accès à certaines tables ou donner du moins un accès à certains utilisateurs, etc. Après, c'est sûr qu'il y a des gros sujets de gouvernance de données, surtout sur la nouvelle cible des ce qu'on appelle citizen developers. C'est un peu ces gens dans les entreprises qui s'investissent de développer des solutions avec la Power Platform et qui du coup ont des grandes libertés d'action par rapport à la donnée, puisque si j'ai accès à mes bases de données et que je peux mettre un outil d'automatisation qui me permet d'exporter ma donnée, ben je peux tout faire sortir, quoi. Ouais, donc clairement. ça c'est des vrais sujets à analyser, et je sais qu'il y a des entreprises, je crois que c'est la banque belge qui a mis du Power Apps et Power Automate en place, et en gros ils ont voulu quand même que les gens s'investissent dans le côté citizen dev pour développer des solutions, parce que
chacun dans son métier peut apporter une brique à la digitalisation, mais pour autant, en fonction de critères, est-ce que c'est que dans ton service? Est-ce que tu utilises de la donnée de ton service ou de la donnée un peu plus volumineuse? Ils ont une espèce de cube et qui fait que si tu dois avoir accès à certains types de données, ben, on va mettre avec toi un accompagnant qui va te former, qui va te donner les bonnes pratiques C'est sur comment intéressant tu ça. structures ta donnée. Donc il y a une vraie logique de transmission. Oui, et puis enfin, Ouais. surtout, c'est de la sécurité après parce que Ouais. c'est assez libre. Ouais, ouais, c'est intéressant parce que là, tu as abordé le sujet de gouvernance et c'est vrai que nous, dans tous nos projets, en fait, on a ces enjeux de structuration de la gouvernance et ça va de la réflexion sur qui fait quoi, comment tu déploies. Bah, on parle beaucoup de self-service BI, hein, c'est-à-dire comment tu rends les métiers autonomes Mm. sur un certain nombre d'usages d'exploitation de données. On leur met à dispo des données qui sont propres, qui sont bien gérées et structurées. Et après, ils structurent leurs propres usages de ces données. Et ça, effectivement, c'est un enjeu qui arrive assez rapidement dès que tu commences à dire, bah voilà, il y a des, voilà, on a plein de techno, tout est possible, mais les gars, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Et puis c'est là où c'est Ouais, vite l'anarchie. Donc là, il faut mettre de l'ordre. Et puis il y a ce sujet de qualité des données qui revient régulièrement aussi, où si on commence à travailler sur des données qui sont de faible qualité ou qui sont, voilà, peu exploitables, on peut vite, comme on dit, garbage in, garbage out, hein, j'allais te la voler. ouais, voilà, toi, je l'ai Je prise sais que c'est d'abord. ta phrase C'est la préférée. seule phrase en anglais que je connais. Bon, en tout cas, merci pour les deux retours. Euh, du coup, je vais revenir sur peut-être dans quel cas utiliser quoi, simplement de manière synthétique, si je dois aider là, je me mets à la place là de notre audience ou des potentiels DSI ou des boîtes qui se disent, tiens, je sais pas quand est-ce que je vais faire appel à telle solution de Microsoft ou je vais faire appel à Fabric ou Power Automate, etc. Est-ce que moi je peux le faire? Est-ce qu'il vaut mieux le sous-traiter à des boîtes comme nous? Est-ce que toi, bah, Arthur, sur la partie Fabric, est-ce que tu as quelques tips à partager par rapport à quand est-ce qu'il faut se poser la question de Fabric? Je pense qu'il faut se poser la question de fabrique quand on parle de problèmes autour de la structuration de la donnée. Ouais, Voilà, enfin, c'est la base. Derrière, je ne veux pas répondre à ta place, mais je pense que si on parle plus de structurer des process, ça sera ouais, peut-être plus pour automate. Voilà, si on parle de données, c'est fabrique, je pense. Et si on parle de process de métier, c'est pour automate, je pense. ouais. Et du coup, là, si je reviens sur Fabric, Mm. moi j'ai quand même des questions. Alors, j'ai des boîtes qui se posent des questions, qui disent, bah, voilà, il y a des éditeurs qui viennent taper à la porte, hein. Microsoft vient vendre sa cam, hein, comme tout le monde. Mm. Il y a des gens comme Snowflake qui viennent aussi vendre ils ont aussi une capacité de traitement des données en Mm. volume, etc. Quand il y a une hésitation, aujourd'hui, toi, ça serait quoi ta posture? Alors, je dis, faut pas qu'on n'a pas une posture de sachant Mm. mais voilà, toi, comme ça, intuitivement, les clients, comment tu les orientes en fonction de ce sujet? Et quand ils se posent la question entre Fabric et Snowflake, c'est quoi les critères qu'il faut qu'ils aient en tête? Je pense qu'il faut surtout regarder l'existant. Ouais, Voilà, bon là on parle de clients qui sont déjà très Microsoft. L'intérêt, enfin ce qu'il faut regarder, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que Fabric, ça englobe quand même beaucoup d'outils. Donc là, la comparaison est possible évidemment, mais quand on compare par exemple Snowflake avec Fabric, on parle là du coup de stockage surtout. mmh, Ce qui est intéressant avec Fabric, c'est que on n'a pas besoin de combiner plusieurs outils. ouais, Voilà, ils sont tous au même endroit et donc ouais, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc la comparaison est difficile, oui, bien sûr, elle est possible, hein, évidemment en termes de performance, de coût sur la partie stockage, mais elle est plus large que ça, parce que c'est une proposition de valeur qui est assez rare en réalité, je pense, sur le marché. oui, disons que si tu es dans un environnement Microsoft, peut-être que, entre guillemets, «l'onboarding», Mm. si tu veux du tout en un et que ce soit plus facile pour toi, c'est peut-être la C'est solution Fabric, se dire, bon, il y a peut-être moins de recul, par contre, c'est encore jeune, hein, comme mm, solution, c'est mais pour autant, ça, voilà, simplicité d'accès, c'est assez rapide à mettre en place en ouais, fait. Le seul moment où on va se retrouver dans Azure à faire des choses un peu techniques, c'est au moment où on va réserver notre capacité, donc l'électricité ouais, qui va alimenter toute la plateforme. Et derrière, tout va se retrouver au même endroit. Donc voilà, le coût, on va dire, humain d'infra, et enfin, on va dire, est très limité parce qu'il y en a plus. C'est une plateforme SaaS, donc Software as a Service complète. Bon, ça l'est aussi pour Snowflake évidemment, mais tous les outils, donc même les ETL qu'il faudrait rajouter pour avoir un outil, une plateforme de données un peu complète, sont directement intégrés. ouais, ok, C'est ça super. qu'il faut avoir Ouais. en tête. Merci Arthur. Elian, je te pose la même question. Toi, de ton côté, quand est-ce qu'il faut se poser la question ou comment se poser la question pour une boîte qui se dit, tiens, j'ai des licences potentiellement.
Est-ce que je le fais? Comment je le fais? Quels sont les sujets que je peux traiter? Mmh, En soi, c'est souvent, la frustration qui amène les gens à venir nous voir parce qu'ils savent que c'est pas, la bonne méthode comme ils font et au bout d'un moment, surtout avec, le monde ambiant qui parle d'IA en permanence, en soi, ils se disent: «Bon, c'est pas possible». En fait, on peut pas faire de l'IA si on n'est même pas digitalisé ou si on a encore des process, à Donc il y a une l'ancienne. notion de maturité déjà. Ouais, il faut Ouais. et puis il y a un déclic et souvent c'est le petit besoin qui va du coup, être traité en premier et ça peut évoluer, derrière. Par rapport à, la manière dont on accompagne, en gros, il y a plusieurs méthodes. Soit nous on a un process qui est assez, segmenté, où on fait des logigrammes, des trucs comme ça, mais en gros, il y a 2 options. Soit, bah, on vient nous voir et à ce moment-là, on nous décrit le problème et nous on réfléchit et on propose une solution qui répond au problème. Souvent les gens ont même déjà étudié la problématique et on aimerait avoir un Power Apps qui permet de faire ça ou un Power Automate qui permet de faire ça. Soit on a du coaching. Et le coaching, ça marche vraiment bien, mais ça marche mieux sur une cible qui est un peu autodidacte, qui aime bien chercher, etc., etc. Et on a vraiment des gros succès sur des gens où on leur a juste expliqué comment ça fonctionnait et qui après, en leur donnant le bon contenu et tout, ont réussi à développer eux-mêmes les solutions, quoi. Ouais, OK, super. Bah, c'est marrant parce que là, tu expliques, tu rentres par le cas d'usage, en fait, la problématique et c'est vrai que l'approche qu'on a, bah, tu sais qu'on fait des diagnostics data et intelligence artificielle et la plupart des clients qui arrivent, que je vois souvent en première instance, disent: «Je veux faire de l'IA». Il dit: «OK, tu veux faire de l'IA, mais tu veux régler des problèmes d'abord?» «Peut-être, oui, sûrement». Et c'est là où on va creuser. Quand on fait ces diags, on revient sur les cas d'usage et souvent on démine le sujet en disant: «Ça, c'est un cas d'usage IA ou pas IA? D'après toi, tiens, d'ailleurs, c'est de l'IA ou pas de l'IA qui va faire ça?» Et en fait, on revient sur le sujet, on veut même pas savoir la techno qui ira derrière, ça arrive après la technologie et on rentre sur le: «OK, là, on est sur une problématique d'automatisation d'un processus. C'est pas de l'IA. Ça, c'est potentiellement pour Automate ou c'est potentiellement Make, ou c'est voilà, il y a plein de solutions sur le marché. Et puis il y a d'autres fois, on va rentrer sur des logiques de ça, c'est de l'IA, mais c'est pas de l'IA générative. Parce que Mhm. l'IA générative, elle va pas faire de la prédiction, de la maintenance ou des trucs comme ça. L'IA générative, elle est bien pour générer du texte, du contenu, pour analyser des documents, etc. Mais par contre, pour faire de la et voilà, il y a d'autres types d'intelligence artificielle pour faire du machine learning, du deep learning, et cetera. Et donc, c'est vrai que c'est bien de revenir sur ces problématiques et de toujours ramener les entreprises sur: «Attends, va pas trop vite, on sait que tout bouge très vite. La techno, ça avance vite. Tu veux ton dernier copilote, ton dernier ChatGPT, ton dernier DeepSeek, Mistral, etc. Tout le monde va chercher le dernier truc qui va bien. Le Claude 3.7, parce que Ah, tu es au courant, non, c'est mais bien, attends, hein. je suis un Parce peu. que ça, c'est Je tout suis frais, aussi, ça. ouais. Ah, j'ai vu Pierre qui a posté ça hier Ah, soir. Non, c'est pas ça la question. C'est qu'est-ce que tu veux faire? Les technos, elles vont bouger. Dans 3 semaines, il y en mais aura c'est encore une sûr. autre qui fera mieux que la précédente. Qu'est-ce que tu veux faire? Quelle est ta maturité? Et toi, c'est quoi ta capacité et ton rythme? Et ça, c'est ce qu'il faut garder en tête. En attendant, messieurs, je vous remercie du fond du cœur. C'était top de vous avoir tous les deux. On a à peu près tenu le timing. Merci, Gaël. Et moi, je vous dis à très bientôt. Si vous avez besoin d'en savoir plus sur Fabric, sur les solutions Microsoft, bah, n'hésitez pas à nous contacter. On a une formation Fabric que fait d'ailleurs Arthur, hein, chez nos clients, sur ces thématiques-là. Et on fait aussi du déploiement, des audits de votre BI. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour ces sujets. Et puis, Elian se fera également un plaisir de vous répondre sur les sujets Power Apps, Power Automate. En tout cas, à très bientôt. Merci et bonne journée. Bye bye. Salut. Merci Gaël, merci.